Coup de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Niagale Bagayoko, docteur en sciences politiques, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, chercheur à l'Institute of Development Studies au Royaume-Uni. Cette passionnée des relations internationales est reconnue dans le monde entier pour son expertise en matière de sécurité et de prévention des conflits en Afrique subsaharienne. Auteure de nombreux ouvrages, elle est depuis 2008 présidente de l'African Security Sector Network. Il y a une très forte rhétorique anti-colonialiste ou anti-postcoloniale avec une volonté consciente ou pas de prendre sa revanche sur l'ancien colon. Des graines qui valent de l'or, de l'Afrique à l'Asie en passant par l'Europe, le sésame est la plante oléagineuse qui monte. C'est une filière en pleine croissance au Burkina Faso. La production du sésame n'est pas compliquée. Ça demande moins d'engrais. Ça demande moins d'efforts physiques. Le sésame, une fois quand il est produit, il s'achète. Il n'y a pas de mévente. Grandes entreprises et acteurs du développement, c'est possible au Mozambique avec le sucrier Ilovo qui tente de concilier business et accompagnement social. Ici, à Maragra, le groupe Ilovo joue un rôle stratégique. Une partie de ce rôle est d'être accueilli par la communauté où on s'est installé. Cette réussite, nous la devons à notre programme de responsabilité sociale. Le sésame, cette plante oléagineuse cultivée pour ses graines, est aujourd'hui le deuxième produit d'exportation du Burkina Faso après le coton. Il peut représenter jusqu'à près de 60 milliards de francs CFA en termes de recettes d'exportation annuelles pour le pays. Une filière très dynamique qui s'appuie sur les jeunes et les femmes. Nous suivons les traces de Hadja Velegda, l'une des pionnières de la filière, et de la restauratrice Madame Sandwidi avec notre journaliste sur place, David Thiombiano. Swampa Tankwano roule sur une moto de grosse cylindrée, le signe distinctif des paysans millionnaires. Et bientôt, il va habiter cette maison en dur qu'il construit sur sa parcelle à Fadangourma, à l'est du Burkina Faso. Il faut aller au champ situé à quelques 10 km de là pour découvrir la clé du succès de ce paysan, le sésame. J'ai récolté 7 tonnes de sésame l'année dernière. Ça m'aide beaucoup parce que je n'ai pas de difficulté pour soigner un malade. Bien sûr, le repas quotidien, je peux aider à réparer une monture et j'arrive à honorer les frais de scolarité. Pour un paysan, je gagne bien ma vie. Sur le marché, le sésame se vend entre 400 et 600 francs CFA le kilogramme. C'est le meilleur prix pour un produit agricole au Burkina Faso. Mais il reste dans les mémoires que 2013 fut une année exceptionnelle. Le kilogramme s'est vendu à 1000 francs. Les bons prix du marché ont suscité cette année-là une ruée vers les champs et la culture de la précieuse plante. En 2008, nous avons commencé le sésame, accompagné la filière sésame. Nous avions comme nombre de producteurs enregistrés au Burkina Faso 700 000 personnes. Et dans la campagne 2014-2015, on en a dénoté 1 200 000, ce qui représente une augmentation de 67% des acteurs dans la même période. À cette même période, la production nationale de sésame s'élevait à 30 000 tonnes en 2008. Et la campagne qui vient de s'écouler, les chiffres actuels que nous avons parlent d'une production nationale de l'ordre de 321 000 tonnes et quelques. Ce qui fait qu'une production, une augmentation de près de 10 fois plus que la quantité de départ. En quelques années, le sésame est devenu le troisième produit d'exportation du Burkina, après l'or et le coton. En 2013, il a rapporté 76 milliards de francs CFA, soit 115 millions d'euros au pays qui se classe désormais au 8e rang des exportateurs mondiaux. Bon, tu sais, la production du sésame n'est pas compliquée. Ça demande moins d'engrais. Ça demande moins d'efforts physiques. Le sésame, une fois quand il est produit, il s'achète. Il n'y a pas de mévente. Donc, pour moi, on peut le considérer comme l'autre or blanc de Burkina. Hadja Velegda fait figure de pionnière dans la filière.
Elle livre chaque année plus de 20 000 tonnes en Chine et au Japon. Elle connaît les exigences de ses acheteurs. Pas de cailloux, pas de feuilles, aucun débris dans les livraisons. Il faut dire qu'elle a été à bonne école. Celle qu'animent les encadreurs du ministère de l'Agriculture avec le soutien technique du programme de développement des filières agricoles, le PDA-GIZ. Un programme qui œuvre au profit des producteurs, des commerçants et des transformateurs. Depuis 2008, le PDA a travaillé à encourager les producteurs à améliorer les rendements et la qualité de leur sésame à travers les formations sur les itinéraires techniques, à travers la mise à disposition des producteurs de la semence de meilleure qualité, et aussi à travers une meilleure structuration des producteurs à la base. Malgré la démarche qualité engagée, un incident a failli compromettre en 2014 l'élan de la filière. Des traces de pesticides auraient été décelées dans les livraisons au Japon. Pour la présidente de l'Association des commerçants et exportateurs de sésame du Burkina Faso, cette affaire est un cas très isolé qui ne doit pas entacher l'ensemble de la filière. Les qualités, c'est bon. Il y a les mauvais travailleurs, les mauvais importateurs qui peuvent envoyer des sésames sans bien faire du nettoyage. Et il y a les mauvais collecteurs même ici qui sont menacés de sable pour vendre. C'est ça que chaque fois on a entendu au niveau du Japon que les sésames, les sortes et les vies des sésames de Burkina, voilà. Quand tu te demandais, ça ne passe pas à 2 conteneurs, 1 conteneur. Nous, on a travaillé depuis longtemps, on n'a pas eu de problème de ça. C'est les sabotages, je ne sais pas. La chute du kilogramme de sésame qui est passé de 1000 à 600 francs CFA en 2014 a installé le doute chez certains producteurs. Une question se pose alors, jusqu'à quand va durer l'âge d'or du sésame? Car avec seulement 50 tonnes de sésame consommées sur place, soit à peine 1% de la production nationale, le destin de la filière est entre les mains du marché international. Il y a urgence à agir. Un des points sur lesquels nous voulons agir, c'est entre autres stimuler la consommation au niveau national. C'est essentiel. Donc il faut que nous puissions accroître les possibilités de transformation de notre sésame sur place pour créer de la valeur ajoutée. Et cela va entraîner aussi des créations d'emplois. Et avec un peu d'imagination, c'est possible. Madame Sandouidi a découvert cette bonne affaire du sésame. Dans son restaurant situé à Fadangourma, sa spécialité, riz au sésame, fait recette. Je suis en train de faire du riz gras au sésame. C'est du riz gras qui est tellement facile à faire. C'est vraiment naturel. Il suffit de mettre de l'eau dans la marmite avec un peu d'oignon coupé, avec une louche de pâte de sésame qu'on met. Et maintenant, les grains de sésame qu'on plonge dans l'eau bouillante. Les recettes à base de sésame ne cessent de s'allonger. Ce sont des innovations culinaires qui apportent de nouvelles saveurs au goûter et à la table. Il reste à les faire entrer dans les habitudes alimentaires du plus grand nombre. Ce serait donner une véritable assurance vie à la filière pour laquelle le Burkina Faso dispose d'un immense potentiel. Je vous le disais en titre, notre invitée du jour, Niagale Bagayoko, est l'une des meilleures spécialistes des questions de sécurité et de la prévention des conflits au Sahel qui font chaque jour la une des médias. Le plus souvent sur le terrain pour mieux analyser les situations et rencontrer les populations, cette franco-malienne bénéficie d'une expertise forte sur les zones en crise et de la reconnaissance des grandes organisations. Même si son analyse sort parfois des théories convenues, elle répond aux questions de François Baudry. Niagale Bagayoko, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Initiative Africa. Alors on vient de le dire, vous êtes une experte en matière de sécurité, notamment en Afrique, et vous êtes présidente et fondatrice de l'African Security Sector Network depuis une quinzaine d'années,
qui est en charge de réaliser des analyses, des évaluations sur les politiques de sécurité qui sont mises en place par les États, par les organisations, etc. Et alors donc, moi j'ai une première question, en profitant de votre présence ici, c'est est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un tableau de la situation sécuritaire au Sahel ? Alors je pense qu'il est avant tout important de l'aborder à travers le mot complexité. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de considérer ce qui se passe sous un unique prisme, et notamment sous le prisme unique de la lutte antiterroriste, qui est évidemment partie du paysage et de la problématique. Aujourd'hui, on se trouve dans un environnement qui globalement, à mon avis, peut être qualifié d'insurrectionnel à différents égards. C'est-à-dire qu'on se trouve face à la prolifération de groupes armés qui portent différentes revendications qui peuvent être d'ordre djihadiste, en effet, mais également d'ordre irrédentiste, voire indépendantiste. D'autres groupes qui ne portent pas de revendications politiques particulières, mais qui ont été mis sur pied pour assurer la sécurité des populations elles-mêmes, ce qui se traduit par une communautarisation de cette sécurité. Et également, on se trouve face à la prolifération de groupes criminels. Donc l'environnement est extrêmement multiforme, et d'où la difficulté à trouver des réponses adaptées pour y faire face. Qui sont ces terroristes d'Afrique de l'Ouest ? Alors, il y a la nécessité, à mon avis, de considérer la menace actuelle comme étant une conjonction d'éléments exogènes au continent et d'éléments endogènes. L'origine de la crise, donc, qui a éclaté au Nord Mali en 2012, s'est traduite par l'influence prise par les groupes armés terroristes qui avaient été repoussés dans le sanctuaire malien depuis le territoire algérien. Les héritiers à l'origine des GIA, du GSPC, qui se sont reconvertis sous la bannière d'AQMI. Il y a eu également, bien entendu, l'influence de la crise libyenne, de l'effondrement du régime de Mouammar Kadhafi, qui a favorisé le retour au pays pour le coup là de groupes armés touaregs avec des revendications plutôt irrédentistes. Donc on a ce type d'acteurs qui aujourd'hui se sont réunis dans la coalition qu'on appelle le CIM, c'est-à-dire le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est dirigé par Yad Aggali et qui regroupe un certain nombre d'autres formations, notamment la Katiba du Massina dans le centre du Mali. Mais il y a également dans la région un autre groupe très influent aujourd'hui, contre lequel a décidé de se tourner l'armée française pour le cibler particulièrement, qui est l'État islamique au Grand Sahara, qui est en réalité la branche ouest-africaine Sahara de l'État islamique, qui a mis en place une province qui s'appelle ISWAP, Islamic States in West Africa Province, dont dépendent à la fois les ex-éléments rattachés à Boko Haram, donc au Nigeria et dans les régions du bassin du lac Tchad, et d'autre part cette branche sahélienne qui est incarnée par cette organisation État islamique au Grand Sahara, dirigée par Abou Walid al-Sahraoui. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'y a pas un terrorisme, mais il y a des terrorismes sur l'Afrique subsaharienne, et qu'en conséquence, d'où la difficulté de les combattre ? Alors, absolument. Il y a la complexité dont je parlais initialement est valable également en interne pour tous ces mouvements, dont on commence à voir qu'ils se confrontent les uns aux autres dans certaines parties du Sahel, et notamment au centre. Alors, par exemple, si on prend le cas de la Katiba du Massina, donc qui est partie de ce groupe, le CIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, on a constaté récemment que certains de ces éléments venaient à rejoindre l'État islamique au Grand Sahara parce que est considéré d'une part
que l'approche n'était pas suffisamment efficace sur le terrain, mais également parce qu'ont été contestées la façon dont Amadou Koufa, qui dirige cette Katiba du Massina, a essayé de gérer l'accès aux dites bourgoutières, c'est-à-dire, pour résumer, la gestion des ressources naturelles dans la zone. Donc on voit très bien qu'à ces conflits de nature terroriste, djihadiste, se greffent des problématiques qui renvoient davantage à des questions communautaires, à des questions de gestion des ressources, à des questions d'accès également à différentes facilités. Merci Niagale Bakayoko pour cette première partie. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre entretien. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. De plus en plus de grandes entreprises implantées sur le continent tentent de concilier chiffre d'affaires et accompagnement social de leurs salariés. Alors que les pandémies récentes obligent les sociétés privées à se pencher sur la santé de leurs employés, le phénomène témoigne d'une prise de conscience mêlant pragmatisme et philosophie. Ainsi, certains groupes se voient désormais aussi acteurs du développement. Exemple au Mozambique avec le groupe sud-africain Ilovo, premier producteur de sucre du continent. Regardez. Bienvenue dans le complexe de Maragra. Nous sommes ici à Manissa, une ville moyenne située à 75 km au nord de la capitale du Mozambique, Maputo. Cette unité de production de sucre a été relancée en 1998 avec l'arrivée de la société sud-africaine Ilovo Sugar. Parallèlement à une forte expansion qui en fait aujourd'hui le premier producteur du continent, le groupe a développé une politique d'accompagnement social dans les 6 pays africains où il est présent, comme sur ce site au Mozambique. Ceci doit faire partie de notre entreprise. Ici, à Maragra, le groupe Ilovo joue un rôle stratégique. Une partie de ce rôle est d'être accueilli par la communauté où on s'est installé. Cette réussite, nous la devons à notre programme de responsabilité sociale. À Maragra, ce ne sont pas seulement des champs de canne à sucre à perte de vue que l'on peut apercevoir, pas seulement une usine de fabrication de sucre, mais aussi de nombreuses infrastructures mises à disposition des salariés. Écoles, cliniques, ambulances. Chaque année, Ilovo dépense $250 000, 130 millions de francs CFA, pour son programme baptisé Social Responsibility Program. Nous avons 4 infirmières ici. Elles sont embauchées par le gouvernement, mais payées par Maragra. Quand nos employés tombent malades entre le lundi et le vendredi, ils viennent ici, dans notre clinique. La nuit et le week-end, nous les amenons à l'hôpital public. Le premier problème ici, c'est la malaria, et puis le choléra et le sida. Pour faire face à ces problèmes qui affectent ses salariés, le groupe a développé plusieurs programmes de lutte contre la malaria ou le sida. Un engagement qui va au-delà des conséquences sur la productivité et l'absentéisme. C'était la motivation principale quand j'ai instauré le programme anti-paludisme, puisqu'il y avait énormément d'absentéisme à cause de la maladie. Les gens sortaient d'une guerre civile, ils étaient pauvres, mal nourris. La malaria avait des conséquences sur leur santé en général. Bien sûr, nous pensons à la productivité. Que les gens soient ici au travail au lieu d'être malades chez eux, c'est bénéfique. Mais ce n'est pas simplement une question de productivité. Il y avait et il y a toujours un problème de malaria dans cette région. Ilovo possède ici 6300 hectares de canne. Il produit chaque année 60 000 tonnes de sucre grâce à un système de drainage et d'irrigation qui exploite les ressources naturelles de la rivière Inkomati. En 2000, la majeure partie de la production a disparu dans les dramatiques inondations qui ont touché le sud du Mozambique. Grâce à un prêt accordé par l'Union européenne, le groupe a pu reprendre son développement. Il est aujourd'hui le premier employeur de la région, une lourde responsabilité. Sur ce site, nous avons 1200 employés qui travaillent dans l'agriculture, l'usine, la sécurité, les entrepôts, la clinique,
l'école et la mécanique. En pleine activité, nous embauchons autour de 3500 travailleurs saisonniers pendant 7 mois. Bearing in mind the season here is about 7 months long. We do have a heavy responsibility and one of the... Nous avons une lourde responsabilité et c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas de politique de mécanisation en ce moment. Specific mechanization policy at this point in time. Les salariés de Maragra perçoivent en moyenne un salaire mensuel de $350 dans un pays où le revenu moyen annuel plafonne à $250. À ce traitement s'ajoute un certain nombre d'avantages sociaux. Ils ne payent pas, par exemple, l'électricité ou l'eau potable. Et ils sont d'ailleurs bien conscients de leur situation de privilégiés. Ailleurs, le niveau de la vie est très bas dans la communauté. Les gens dépendent du programme alimentaire mondial et ils n'ont pas accès aux services. Il y a une grande différence. Ici, nous ne payons ni l'électricité ni l'eau. Les autres n'ont que des feux de bois et tirent de l'eau non traitée du puits. Pour ne pas rester un îlot d'abondance au cœur d'une région déshéritée, Ilovo tente, avec les autorités locales, d'étendre ses avantages aux habitants de la région, même non salariés. L'école est par exemple ouverte à tous les enfants de Manisha. Reste que l'impact de la situation sociale se ressent jusque sur les bancs de l'école. Les élèves et les gens de la société parlent portugais. Les étudiants de l'extérieur vivent souvent avec leurs grands-parents. Leur niveau de compréhension rend les choses difficiles. Il faut recommencer à zéro et leur apprendre comment dire porte, nez et tête. Au Mozambique, on ne peut pas tout faire à la fois. Ça va prendre beaucoup de temps et nous pouvons aider. Et c'est ce que nous faisons en respectant nos limites budgétaires. Comme je l'ai dit, nos actionnaires ne gagnent rien sur Maragra pour le moment. Mais chaque année, nous dépensons de l'argent sur ce projet. Ilovo ne s'est pas implanté au Mozambique par bonté d'âme. Les conditions climatiques, le sol, la politique du gouvernement de soutien des prix représentaient une opportunité à long terme. Il n'empêche qu'ici, comme dans les autres pays où il est présent, le groupe tente de concilier les exigences de résultats d'un grand groupe avec le bien-être de ses salariés. Quitte à prendre, au moins pour un temps, le relais d'un État qui se relève progressivement d'une longue période de troubles. Dans cette deuxième partie de l'entretien de la semaine, Niagale Bagayoko nous livre son analyse sur la crise sécuritaire au Sahel. Nous nous retrouvons donc, Niagale Bagayoko, pour cette deuxième partie de l'entretien. Pourquoi c'est si difficile de les combattre ? D'abord parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes approches opérationnelles. Et notamment, et c'est là que l'usage du mot terroriste peut être intéressant, je pense qu'il faut le manier avec discernement, dans la mesure où, selon moi, le terrorisme, c'est une méthode opérationnelle de recours à une violence aveugle et indiscriminée, notamment vis-à-vis des civils. Tous les groupes djihadistes aujourd'hui n'ont pas recours à une violence terrible à l'égard des civils. C'est beaucoup plus souvent le cas des troupes affiliées à l'État islamique au Grand Sahara. Donc on voit bien qu'on ne peut pas se confronter de la même façon à des groupes qui cherchent une approche coopérative avec les populations et qui cherchent à s'insérer, à s'ancrer dans l'environnement local. Et ce, notamment, c'est le cas, je vais reprendre celui de la Katiba du Massina, et plus généralement, c'est l'approche qui semble être celle du CIM, qui a l'air de cibler de manière beaucoup plus systématique les représentants de l'État. Alors que l'État islamique au Grand Sahara, aujourd'hui, a l'air de reprendre certaines des méthodes qui ont été d'ailleurs assez délétères pour Boko Haram, devenu ISWAP depuis, qui consiste à vraiment terroriser les civils, comme on vient de le voir il y a quelques jours au nord du Burkina, où 35 hommes ont été triés, il n'y a pas d'autre mot, séparés des femmes, et systématiquement éliminés dans un village sur un marché. Face à ça, pour les combats, qu'on pourrait penser qu'il y ait une espèce d'homogénéité des positions des puissances étrangères. En fait, il n'en est rien. On dirait qu'il y a un jeu assez trouble des puissances comme la Russie, la France, la Chine. Qu'en est-il exactement ? Alors je pense qu'on ne peut pas
rapprocher le trouble qui en effet caractérise la position de la Russie avec celle de la France. Moi, je qualifierais la position de la France de compliquée pour diverses raisons. D'abord parce que, bien entendu, c'est une ancienne puissance coloniale et à mon avis, dans ce qui se produit aujourd'hui, il y a une très forte rhétorique anti-colonialiste ou anti-postcoloniale avec une volonté consciente ou pas de prendre sa revanche sur l'ancien colon et sur le modèle d'État qu'il promeut aujourd'hui, l'État incarné par des élites qui sont considérées comme ayant failli, comme étant décrédibilisées. Donc ça, c'est la position de la France qui est compliquée aussi par le fait qu'il y a eu cette intervention en Libye à l'origine, que ne cesse d'ailleurs de rappeler les chefs d'État du G5 Sahel. Il y a eu également certaines ambiguïtés qui ont été reprochée à la France dans sa relation avec les groupes armés Touareg, qu'elle a utilisé parfois pour lutter contre des groupes djihadistes. Donc voilà pour ce qui est de la position de la France. Pour ce qui est des autres acteurs, la Russie, effectivement, a une coopération par exemple avec le Mali historique, traditionnelle, qui remonte à l'époque socialiste et qui reprend une certaine actualité puisque des contrats ont été signés, notamment avec la société Wagner. Ça, c'est pour la Russie et certains voient derrière les campagnes anti-France et non pas anti-françaises. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir la main de la Russie parce qu'il y a une grande colère. Alors qu'en est-il des Américains alors pour ce qui est des Américains, la question est autre. À mon avis, on a une différence d'analyse et de perception de l'environnement stratégique. C'est-à-dire que les Américains ont l'air de considérer que ce qui se passe au Sahel est un conflit d'ordre local dans lequel il vaut mieux ne pas s'impliquer dans le cadre d'une coalition internationale comme ça a pu être le cas au Moyen-Orient. La position américaine consiste aujourd'hui à dire qu'elle souhaite contracter son dispositif en Afrique, dispositif, je le rappelle, qui dépend de l'Africa Command, qui est basé en Allemagne, et donc qui irait jusqu'à fermer certaines bases, y compris la base d'Agadez, qui est extrêmement importante d'un point de vue opérationnel, notamment pour la France. Et donc la volonté des Américains, c'est de contrer la Russie et la Chine sur la scène internationale, y compris dans les parties du continent où ces deux puissances ont des intérêts, notamment très économiques. Donc c'est un recentrage sur cette problématique-là auquel on semble assister aujourd'hui. Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver les émissions sur nos chaînes Vimeo et YouTube. N'hésitez pas à liker, partager et commenter sur Twitter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous retrouve avec Business Africa. Bonne semaine à tous.